Alors, bonjour tout le monde. Et maintenant, on va faire l'enregistrement de l'examen de automne 2023. Alors, l'examen de automne 2023, je vais vous dire honnêtement, c'était mon examen le moins préféré. La compagnie, c'était BMO et ça faisait pas des beaux états financiers. C'était pas comme des beaux états financiers comme Boeing. Boeing, c'était des très beaux états financiers qui faisaient pour un bel examen. BIMO, c'était un examen, il était plate celui-ci. Donc, si vous êtes en train d'écouter ça pour préparer votre étude finale, je vous recommanderais un autre examen, Boeing ou BCE si disponible. Mais ces examens-là sont très intéressants. Il y a un autre examen avec McDonald's, Dr Pepper et Pepsi. Non, mais c'est McDonald's, Coke et Dr Pepper. Starbucks, Coke et Dr Pepper, c'est ça. Cet examen-là, c'est un excellent examen en 2015. Bombardier, c'est un bel examen. Intel, c'est un bel examen. Alors, c'est ça. BIMO, c'était pas un bel examen. Donc, problème numéro 1. Banque de Montréal, problème numéro. Quel est le taux de rétention de BIMO pour les 2 dernières années? Alors, le taux de rétention, c'est le pourcentage du bénéfice net qui est réinvesti dans la compagnie. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est qu'on va, on va regarder quel était tous les dividendes qui ont été versés divisé par le bénéfice net. Et on tient compte de tous les dividendes s'il y a des dividendes privilégiés. Donc, le taux de rétention, ce n'est pas le dividende par action ordinaire, c'est tous les dividendes. Alors, la compagnie a fait des profits. De ce pourcentage de profit, elle réinvestit combien dans la compagnie? Alors, si je paye, si je fais un profit de 1 million et je me paye un dividende de 1 million, je réinvestis zéro. Si je fais un dividende de 1 million et je paye zéro en dividende, je réinvestis 100% dans la compagnie. Alors, je vais avoir plus de croissance dans la compagnie. Alors, c'est tous les dividendes qui ont été versés divisé par tous les bénéfices qui vont aux actionnaires, le bénéfice net. Donc, pour 2022, la compagnie, elle avait payé 2 millions, je pense que les actions, c'est en milliards, alors elle avait versé 2,595 milliards en dividendes sur un bénéfice net total de 12,215 milliards. Et donc, elle avait versé environ 21,24 en dividendes. Elle a retenu, retention, 78,76 En 2021, elle a versé encore plus de dividendes. Probablement, c'est un dividende résiduel ou un dividende privilégié parce que c'est rare que les dividendes sont à la baisse. Mais par contre, elle avait moins de bénéfices nets l'année après. Ah, c'est vrai, on sortait de COVID en 2021. Donc, on sortait de COVID. Et donc, elle a réinvesti 61,57 l'année en 2021. Alors, la compagnie, elle a des actions privilégiées, donc on doit regarder les dividendes privilégiés et les dividendes ordinaires. Quel est le rendement des fonds propres? Le rendement des fonds propres, le ROE, c'est le bénéfice net divisé par les capitaux propres. Alors, equity ou fonds propres. Alors, le bénéfice net, 12,215 milliards et la valeur au livre des fonds propres est de 71,038 milliards de dollars. Donc, les actionnaires, pour 1 dollar investi, va faire 17,20 sous. Alors, si tu as 1000 dollars investis dans la Banque de Montréal, tu devrais faire un rendement d'environ 17,20 en 2022. En 2021, c'était légèrement plus faible, mais on sortait de la pandémie. C'est peut-être pourquoi c'est un peu plus faible. Normalement, les banques canadiennes sont très, très stables. Selon les états financiers de BIMO, quelle est la formule pour calculer le rendement des actionnaires ordinaires? Quelles informations sont manquantes afin de calculer ce ratio? Donc, le rendement des common shares ou le ROE, je pense que je le dénote différemment maintenant. Alors, le ROE sur les common shares, le rendement des actionnaires ordinaires, c'est le bénéfice net moins n'importe quel profit qui va à quelqu'un autre que les actionnaires ordinaires. Et on disait dans les états financiers qu'on avait un dividende privilégié et on avait aussi un effet de dilution. On a juste les états financiers. Nous, on ne va jamais fouiller dans les notes. On va juste lire les états financiers et tirer des conclusions de ça. Et par la suite, on veut regarder quelle est la valeur des actionnaires ordinaires. Donc, on prend
Les fonds propres, les capitaux propres, on enlève les preferred shares et on enlève tous les capitaux propres qui n'ont pas à faire avec les actionnaires ordinaires. Une autre façon de le faire, c'est on peut regarder la valeur au livre de tout le capital action qui a été émis à l'origine, plus la valeur de tous les résultats non distribués. De temps en temps, on va voir des apports, mais ça, c'est quelque chose de spécial, des apports et des retraits. Donc, quelles informations nous manquent? La compagnie possède des actions privilégiées et paye donc des dividendes privilégiés. Cependant, on a juste la valeur selon les états financiers des dividendes totaux. On n'a pas les dividendes qui sont partagés entre les common et les preferred. On a besoin des actionnaires, soit des common ou des privilégiés, et on peut les extraire par la suite. Deuxièmement, on a un effet de dilution dans les états financiers. Ça veut dire que peut-être qu'on a payé des warrants, alors des droits de souscription, peut-être qu'on a des bons de souscription, peut-être qu'on a des titres convertibles, peut-être qu'on a des obligations convertibles. Encore une fois, on a juste les états financiers, mais on voit qu'il y a un effet de dilution quelque part dans les états financiers de BMO. On sait justement, on le sait justement pas. Alors, on ne connaît pas c'est quoi la valeur euh, de l'effet de dilution. Alors, pour avoir les points, dividende privilégié, effet de dilution. C'est ça. Alors, je dis ici que pour avoir ces informations-là, on doit fouiller dans les notes aux états financiers. Nous, on ne fera jamais ça. On va regarder les états financiers et on va tirer des conclusions. Notre job, c'est juste de lire les états financiers. OK, question numéro 2. Quelle est la différence entre CLO et CLF? Coefficient de levier opérationnel, coefficient de levier financier. Alors, coefficient de levier opérationnel, le nom le dit, c'est le risque opérationnel. Coefficient de levier financier, le nom le dit, c'est le risque financier. Alors, coefficient, assumez CLO, CLF, CLT, c'est le risque. Alors, si je vous dis risque pour une compagnie, voici les ratios qu'on a vus en classe. Alors, le coefficient de levier opérationnel, c'est la mesure de l'importance des coûts fixes opérationnels. Donc, quand tu regardes l'état des capitaux, l'état des résultats, le income statement, au début, on a les ventes. S pour sales, on a les coûts variables, on a aussi les coûts fixes. Si les coûts fixes sont énormes, on va avoir un CLO qui est relativement grand. Supposons que la compagnie elle est profitable. Tu peux avoir comme Walmart, Costco et Target, on avait vu un CLO d'environ 4. Ça veut dire qu'elle a des coûts fixes très importants, mais ça fait partie de ses opérations. Pourquoi? Walmart, Costco et Target ont des marges très petites. Le coefficient de levier financier pour Walmart, Costco et Target était très bas. Pourquoi? Aucun dividende privilégié. Puis la charge d'intérêt était vraiment pas importante vis-à-vis le EBIT de la compagnie. Alors, CLO, c'est l'importance des coûts fixes opérationnels, le fixed cost. Et CLF, c'est l'importance des coûts fixes financiers, alors la charge d'intérêt et le dividende privilégié. Expliquer pourquoi le coefficient de levier opérationnel est un ratio absurde pour une banque. Donner un ratio ou un compte de BMO qui justifie ce point-là. Premièrement, si vous regardez, ça serait très difficile de calculer le EBIT pour BMO parce que si vous regardez les états financiers, c'est impossible. Pourquoi? Les opérations d'une banque, c'est du financier. Donc, opérationnel et financier, c'est la même chose. Tes coûts fixes, quand tu prêtes de l'argent, tes opérations, c'est du financier. Et c'est pour ça que ça devient impossible de voir qu'est-ce qui est opérationnel et qu'est-ce qui est financier. Les deux, c'est la même chose. Alors, il n'y a pas une démarcation entre les deux. Donc, les revenus d'une banque sont des intérêts et les coûts fixes d'une banque sont des intérêts. Donc, je veux dire, un versus l'autre. Aussi, je pense que dans les états financiers, il n'y avait aucune ligne EBIT. On avait juste les revenus et toutes les charges. Et on allait directement à la ligne bénéfice net. C'est ça. Alors, les charges d'intérêt sont déduites. Alors, je pense que dans les états financiers, alors, si on regarde les revenus, les prêts, on a des charges d'intérêt. Mais c'est sur des dépôts. Alors, on n'a pas vraiment. Alors, c'est ça. Directement au début, on prend tous les prêts et tous les coûts des prêts. Alors, c'est des coûts variables. Les charges d'intérêt, c'est des coûts variables pour la banque. Alors, vous avez par la suite, vous remarquez que
toutes les charges sont là, mais il n'y a aucune ligne. Ça, c'est les états financiers qui ont été non modifiés. Quand j'ai des états financiers américains, je dois les traduire et rendre ça plus IFRS, mais on a déjà ça en français IFRS et on va directement, à la toute fin, on va directement au bénéfice net. C'est ça, on va directement bénéfice avant la charge d'impôt. Alors, c'est ça, on a sales, on a toutes les charges, on n'a pas de EBIT, on n'a pas de EBITDA, on va directement à earnings before tax, qui est le bénéfice avant impôt. Donc, on n'avait pas de EBIT. Bonne chance à essayer de le calculer par vous-même. Alors, ce ne serait pas quelque chose que je vous demanderais à un examen. Donc, c'est ça. Alors, les opérations d'une banque, c'est du financement, ce qui faisait que ça faisait pour un examen assez plat. Donnez 3 raisons pourquoi le cycle de conversion de l'encaisse serait un ratio absurde. Ben, cycle de conversion de l'encaisse, c'est le temps que ça te prend pour vendre ton inventaire. Une banque n'a pas d'inventaire. Plus le temps que ça te prend pour te faire pour le temps que ça te prend pour te faire pour le temps que ça te prend pour te faire payer par tes clients, moins le temps que ça te prend pour payer tes fournisseurs. Alors, tes clients n'ont pas acheté d'inventaire, alors tu n'as pas de compte client et tu n'as pas de compte fournisseur parce que tu n'as pas d'inventaire. Donc, je veux dire, pas d'inventaire, pas de compte à payer, pas de compte à recevoir. Donc, le cycle de conversion de l'encaisse pour une banque, tu n'as pas de stock. Je veux dire, c'est un ratio absurde. Ça ne sert à rien. Les dirigeants de l'entreprise se font verser des options sur actions pouvant éventuellement être exercées. Alors ça, c'est l'effet de dilution qu'on a vu, donner un ratio qui nous le démontre. Alors si on regarde, on a des earnings per share et on nous donne aussi un earnings per share après dilution. Alors ça, c'est des bénéfices qui ne vont pas aux actionnaires ordinaires. Ça va à des gens autres que des actionnaires ordinaires, peut-être en créant des nouvelles actions. Mais je veux dire, ça ne va pas aux actionnaires existants en ce moment. Et la même chose pour l'année précédente, il y avait 2 cents par action. Cette année, il y avait 5 cents par action. Donc, l'effet de dilution. Alors, généralement, quand je vous pose une question, alors si on revient à la question précédente, à question 1, je veux dire, ça revient ici. Il y avait un effet de dilution. Si vous avez lu la question suivante, peut-être que ça dit quelque chose à la question 1. Donc, c'est ça. Alors, il y avait ça aidait à la question précédente, mais je ne pouvais pas le dire pendant l'examen. Question 3. Occidental Petroleum Corporation, des options 9 mois. Alors, 3/4 d'année. Le prix de l'action, 64,48. Le prix d'exécution strike, qui est de 70. Le prix du call, 6,35. Taux sans risque, 4,50. Selon vous, pourquoi ne traitons-nous pas le dividende dans la formule de la parité put-call? Donc, Occidental paye un dividende à chaque 3 mois. Pourquoi est-ce qu'on ne traite pas ça? Parce que quand on regarde le prix, quand on regarde la parité pot-de-call, on traite du dividende. Parce que qu'est-ce qui arrive? Quand tu verses un dividende, supposons qu'une compagnie verse un dividende de 1 aujourd'hui. Demain, le prix de l'action devrait chuter à 63,48, grosso modo. Mais par contre, la parité put-call en tient compte. Pourquoi? Le prix de l'action, si le prix de l'action il baisse, le put va augmenter, mais le prix de l'action va baisser lui aussi. Et si tu payes un dividende, le prix du call va baisser. Donc, l'obligation ne va pas changer en valeur, mais le put va augmenter légèrement, l'action va baisser de la chute de prix et le call va aussi baisser. Donc, ils vont venir s'annuler entre eux. Alors, la parité put-call en tient compte. Alors, les options tiennent compte des dividendes dans leur évaluation. Lorsqu'un dividende est versé, le prix de l'action chute, le prix du put augmente et le prix du call il chute. Donc, le dividende, la diminution de S est égale à la perte du call plus le gain du put. Quel est le prix sans arbitrage du put? Alors, on put, l'action vaut 64,48, le call vaut 6,35, K est égal à 70, taux d'intérêt de 4,5 et donc, le prix du put est de 9,60. Supposons que sur le marché, il y a un put à 9. Le bon prix, nous, on peut créer un put synthétiquement pour 9,60. Il y a un put sur le marché à 9. On peut soit l'acheter ou le vendre, ce put à 9. Il devrait valoir 9,60. Donc, on va acheter le vrai put à 9 $. On va être long le put et on va shorter le put synthétique. Donc, si j'achète un put, c'est équivalent à acheter un call plus une obligation
et vendre une action. Donc, si je vends un put, c'est équivalent à faire l'inverse. Shorter un call, shorter une obligation et acheter une action. Donc, je vais acheter le put, je vais payer 9 $. Je vais shorter le call pour CC35. Je vais shorter l'obligation. La valeur présente de l'obligation, c'est 70 divisé par 1 plus ILAT, 9 mois sur 12, alors 0,75. Donc, la valeur présente de 70 $, c'est 67 et 73. Et je vais acheter l'action pour 64 et 48. Donc, moins 9 plus 6 et 35 plus 67 et 73 moins 64 et 48, c'est mon 60 cents de différence entre le 9 $ et le 9 et 60. Le profit d'arbitrage, c'est la partie qui est facile. Par contre, la stratégie, c'est là où il y a 1 point pour le 60 cents, il y a 3 ou 4 points pour la stratégie. Si le prix de l'action est de 70 à échéance, quels sont les flux monétaires selon la réponse en C? Alors, si je suis long un put et avec un strike de 70, donc si à échéance l'action est à 70, le put expire sans aucune valeur. Le call aussi, si j'ai un strike de 70, le call expire sans aucune valeur. J'ai shorté une obligation, donc je dois la racheter à la toute fin pour 70 $. Et j'ai été long une action, j'ai payé 64 et 48 et je vais recevoir sur la vente 70 $. Donc, net, qu'est-ce qui est toujours important? C'est que le cash flow net à la toute fin va tout le temps valoir zéro. C'est ça notre stratégie d'arbitrage. On a 60 cents au temps zéro, on paye zéro au net à la toute fin. C'est ça une stratégie d'arbitrage. L'autre stratégie d'arbitrage, c'est qu'on paye zéro aujourd'hui, comme le forward et les futures, et on a un cash flow positif garanti pour toutes les années futures. Question numéro 4. Air Canada désire éliminer le risque associé au prix du baril du pétrole. Donc, Air Canada, qu'est-ce qui arrive avec Air Canada? C'est qu'avant ses billets pour des vols dans 3, 4, 5 mois, si le prix du pétrole dans 3, 4, 5 mois augmente, Air Canada pourrait être perdante sur des billets qui devraient être profitables. Donc, après qu'elle a vendu tous les billets, elle va être long un futures sur le pétrole. Alors, le pétrole, c'est un produit qui est standardisé, c'est vendu sur un échange. Quand c'est un produit qui est spécialisé, on va faire un forward. Comme votre buy, c'est un forward. Le joueur de hockey, c'est un forward. Le cheval de course, si tu élèves des chevaux de course, je veux dire, tu vas le vendre avec un forward. Question qui arrive souvent, c'est quoi la différence entre un forward et un futures? Un forward, c'est sur un produit spécialisé. Un futures, c'est sur un produit qui est très spécialisé, standardisé, qui est même transigé sur une bourse. Donc, les cash flows sont les mêmes, c'est juste la structure. Ton bail pour ton appartement, je veux dire, c'est pas transigé sur une bourse, mais l'or, c'est standardisé à travers le monde. Tu peux acheter ou vendre de l'or avec un futures, avec un contrat, directement sur une bourse. La seule autre différence entre les forwards et les futures, c'est que tu as plus de risque de contrepartie avec un forward. Parce que dans l'exemple qu'on a vu en classe, on avait le fermier Provigo qui vendait du bétail. Tu avais Provigo qui achetait du bétail d'un fermier en Australie. Si le gars en Australie il refuse de livrer la marchandise ou ne veut pas payer sur le contrat, je veux dire, qu'est-ce que tu fais? Alors, tu as des coûts de transaction plus élevés. Tandis qu'un futures, vu que c'est transigé sur une bourse, tu as un intermédiaire entre les deux, les acheteurs et les vendeurs, la bourse, qu'on appelle une chambre de compensation. D'autant plus, un futures, si tu fais du profit sur un futures, tu es crédité à ton compte. Et si tu fais une perte dans un futures, tu es débité de ton compte à la fin de chaque jour. On appelle ça du mark-to-market. Mais n'importe quoi qui est standard, comme l'or, le pétrole, des bons du trésor, tout ça, c'est transigé sur le marché des futures parce que c'est des produits très, très, très standards. Dans un exemple d'un ancien examen, on avait un forward sur l'or. Oui, tu peux avoir un forward sur l'or, mais tu as déjà le marché des futures sur l'or. La seule chose, c'est qu'un forward va avoir un risque de contrepartie qui est plus élevé. Alors, si tu veux transiger de l'or, c'est mieux de le faire avec un futures parce que, c'est fortement réglementé. Oui, tu pourras avoir des forwards et des futures sur tous les produits. J'ai parlé en classe du jus d'orange en concentré à cause du film Trading Places. C'était une joke pendant 20 ans, un forward sur le jus d'orange, mais tout le monde en parlait. Donc, on a créé un futures sur le jus d'orange à cause du film de 1983, Trading Places.
Par contre, tout le marché des futures, oui, tu pourrais avoir un forward, mais ça veut dire que tu as deux parties qui se sont rencontrées entre eux. Alors, tu peux transiger sur la bourse, mais si tu connais à qui tu veux directement vendre ton or, tu es une compagnie minière puis tu as un bijoutier à côté, je veux dire, eux, ils vont se transiger avec un forward. Alors, c'est tout simplement un contrat entre deux personnes. Mais le future, généralement, les deux contreparties ne se connaissent pas parce que c'est transigé sur une bourse. Donc, dans le cas de Air Canada, donc, Air Canada s'engage à acheter du pétrole dans 3 mois pour ses vols. Donc, elle va être longue. Alors, elle a vendu tous ses sièges pour ses vols dans 2 mois. Donc, ils sont déjà vendus. Donc, si le prix du pétrole augmente, Air Canada va être perdant. Vu qu'elle a déjà reçu l'argent, elle va s'engager aujourd'hui à acheter les 100 000 barils de pétrole nécessaires pour ses avions. Alors, pourquoi qu'elle fait ça? Elle fait ça pour enlever le risque. On appelle ça mitiger le risque. En anglais, le terme, c'est du hedging. Donc, qu'est-ce qui arrive? C'est que le prix du baril, s'il y a un futures à 82 elle va être long 100 000 futures à 82. Si elle connaît directement une entreprise, ça pourrait dire, écoute, à l'entreprise, je vais t'acheter 100 000 barils à 82 là, ça devient un forward. Mais si elle ne connaît pas la contrepartie, elle transige directement sur une bourse, elle va être long 100 000 futures à 82 Voici qu'est-ce qui va arriver maintenant. Le prix du baril va bouger pendant les 2 prochains mois. Si le prix est à la hausse, supposons que dans 2 mois, le prix du baril est à 90 Air Canada va acheter 100 000 barils à 90 dans 2 mois, mais elle va recevoir 8 par futures. Donc, net, elle paye à 82 Si l'inverse est vrai aussi, le prix du baril chute à 70 dans 2 mois, Air Canada va acheter 100 000 barils sur le marché libre à 70 mais va payer 12 par baril, donc 1 200 000 à la contrepartie. Dans tous les cas possibles, au net, Air Canada paye à 82 Donc, question B. Après 1 mois, le prix du pétrole est à 95 le baril et Air Canada croit que le prix du baril va continuer croit que le prix du baril commencera à chuter. Donc, le prix du baril, elle a grimpé aujourd'hui. Le 13 de plus-value est payé par le futures. Donc, si elle achetait aujourd'hui son pétrole, elle paierait 95, mais elle recevrait 13 sur le futures. Donc, si elle pense que le prix du baril va chuter à partir de ce moment-ci, elle a long un futures, elle pourrait tout simplement être short un futures. Donc, s'engager à vendre, avoir le même contrat, mais à l'inverse. C'est comme si tu avais acheté 100 000 actions, tu vends tes 100 000 actions. Alors, tu t'engages à acheter, maintenant tu t'engages à vendre au net, tu es à zéro. Donc, tu peux être short un futures à 95, tu t'es engagé à acheter à 82, tu t'engages maintenant à vendre à 95, le 13 est maintenant garanti pour un gain de 1,3 million, 13 par contrat. Mais pourquoi est-ce que Air Canada ne voudrait pas faire ça? Ben pourquoi? Ben c'est parce que Air Canada, son but, c'est d'enlever le risque. Elle pense que les prix vont chuter, mais le but du contrat, initialement, c'est tout simplement de mitiger le risque. Quoi qu'il arrive, dans 2 mois, à partir du point au temps zéro, on s'est engagé à acheter à 82. Maintenant, 1 mois et plus tard, le prix du baril est à 95. On s'en fiche parce que le 13 c'est juste pour enlever le risque du marché. Alors, si le prix chute à 85, ben, on va quand même être obligé de payer 3 plus cher, mais on est compensé par le contrat. Donc, le but du contrat est d'enlever le risque. En fermant sa position, le 13 il devient garanti. Mais à partir de ce moment-là, tout gain ou perte, Air Canada est assujetti au risque du marché. Donc, si le prix continue de grimper, Air Canada a fait une gaffe. Si le prix continue de baisser, Air Canada a fait un gain. Par contre, le but d'Air Canada, c'est de vendre des billets d'avion et c'est pas de la spéculation. Donc, elle veut tout simplement enlever le risque. Donc, c'est à son avantage de tout simplement garder le contrat jusqu'à échéance. Supposons que Air Canada garde le contrat jusqu'à maturité. Elle s'est engagée à acheter à 82 100 000 barils. Et à échéance, les profits, quels sont les profits et pertes si le prix du pétrole est à 75? Donc, Air Canada va acheter 100 000 barils à 75 sur le marché.
elle elle paye moins cher que le 82 $. Elle va payer 7 $, la différence entre 82 et 75 à chacun des 100 000 contrats. Donc, elle va payer 700 000 à la contrepartie. Et au net, elle va payer 75 sur le marché libre, elle va payer 7 $ sur le contrat et au net, elle paye 82 $. Donc, Air Canada, sur le contrat, va payer 700 000 $. Air Canada était long. S'il y avait une autre compagnie, s'il y avait une contrepartie de l'autre côté qui était short, supposons une compagnie pétrolière, eux se sont engagés à vendre à 82. Eux vont recevoir le 700 000. Donc, la compagnie qui était short, la contrepartie, s'est engagée à T est égal à 0 mois à vendre à 82 $. À échéance, le prix du pétrole est à 75 $, donc elle va vendre son pétrole sur le marché à 75, mais elle reçoit 7 $ du futures et donc net avant à 82 $. Alors, si la contrepartie, c'est Baytex, une pétrolière, euh, elle était short des futures, 100 000 futures, justement pour enlever le risque du marché libre. Question 5. Le prix du palladium est de 1504 l'once. Un contrat à terme de 2 ans existe au prix de 1550, le taux sans risque 4,50. Quel est le prix sans arbitrage d'un contrat? Donc ici, on ne dit rien sur les coûts de stockage. Donc le prix sans risque, c'est tout simplement le prix aujourd'hui actualisé à 4,5 % pendant 2 ans. Donc, s'il y a un contrat sur le marché qui existe, il devrait être à 1642,41. Il y a un forward à 1550. Donc, quelle stratégie peut être abordée aujourd'hui pour faire de l'arbitrage? Donc, on peut acheter ou vendre à 1550 quelque chose qui devrait valoir 1642. On voudrait être acheteur. Donc, on va être long un forward à 1550. Dans 2 ans, on s'engage à acheter le palladium pour 1550. Si on l'achète dans 2 ans, on va le vendre aujourd'hui. On va être short le palladium pour 1504. Alors, il y a peut-être des coûts s'il y avait des coûts de stockage, on devrait en tenir compte, ou s'il y avait des coûts pour faire le short, on devrait en tenir compte dans A. On dit rien ici. Dans l'examen de jeudi, je vais vous dire que vous ne l'avez pas. Et si on a 1504, on va le placer à du 4,5 % pour 2 ans. Donc, qu'est-ce qu'on va faire à échéance? Notre 1504 dans 2 ans va faire du 4,5 % et vaut le 1642,41 qu'on a calculé en A. Par la suite, on peut maintenant acheter le palladium pour 1550 selon notre contrat et notre profit, et on va remettre, par contre, on l'a shorté au temps zéro, on va remettre l'once à la personne à qui on l'a emprunté. Donc, on l'achète selon le contrat pour 1550 et la différence entre les deux, c'est notre profit d'arbitrage. À tous les examens, il y a un forward ou un futures que c'est quel est le prix sans arbitrage, que faites-vous à t est égal à 0 et que faites-vous à échéance?